Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Enfin même, je suis sûr et certain que vous allez bien quand on voit tout ce vert dans les altcoins. Et on arrive à un stade, je pense, confirmez-le-moi en commentaire, que vous ne regardez plus Bitcoin, que vous ne regardez plus le prix de BTC. Vous ne savez même pas, à l'heure actuelle où vous écoutez cette vidéo, le prix de BTC. Peu d'entre vous le savent. Parce que on s'habitue justement au prix de BTC à l'endroit où on est et on se laisse porter par les altcoins et c'est très intéressant parce qu'on vient de terminer quasiment la phase d'acclimatation au niveau de Bitcoin et c'est une phase qui est essentielle et on va expliquer pourquoi et surtout l'impact que ça va avoir sur les altcoins parce que oui, on est début décembre et on va bientôt se diriger vers la fin de l'année qui est importante pour la finance traditionnelle. Donc je vais vous expliquer pourquoi et ça peut avoir un impact sur les crypto-monnaies. Donc on commence tout de suite et on commence tout de suite par donner la tonalité. Forcément, on est toujours content et heureux de ce qui est en train de se passer et quand on va un petit peu plus loin, quand on regarde le total market cap qui représente l'ensemble des cryptos, on n'a pas de signe de retrait malgré le fait que BTC est en consolidation. Oui, si vous avez loupé le prix de BTC, on n'a toujours pas cassé les 100 000 $, on est toujours dans une phase de consolidation, mais on va revenir sur ça dans quelques instants. En attendant, on va se concentrer sur les nouvelles où on a MicroStrategy qui annonce encore 15 000 BTC pour 1,5 milliard de dollars qui ont été achetés, prix moyen 95 900 dollars par Bitcoin, d'accord? Donc on augmente forcément le prix moyen d'achat de MicroStrategy, mais c'est le plan de MicroStrategy, c'est continuer à acheter à levier, et c'est le pitch qu'il a effectué auprès de Microsoft, je rappelle, sur le fait que Bitcoin doit faire partie de la trésorerie de Microsoft, et la réponse aura lieu le 10 décembre, c'est là où les détenteurs d'actions de Microsoft vont devoir donner leur oui ou leur non si Microsoft doit avoir du Bitcoin. Et ça peut avoir un impact lourd, très très lourd. Sur Microsoft, forcément. Donc ça veut dire sur le S&P 500 et la macroéconomie générale US. Et ensuite, forcément sur Bitcoin. La force qu'a eu la politique de Michael Saylor. À côté, je vais vous proposer une comparaison. Ici, en bleu, ça va être les prises de parole et les publications qui ont été effectuées par Michael Saylor. Et en blanc, ici, nous avons le cours de MicroStrategy. On voit que systématiquement, nous avons énormément de communication de Michael Saylor, parce que c'est quelqu'un qui est très présent sur les réseaux et qui fait entendre sa voix. Et nous avons derrière une valorisation très forte au niveau de MicroStrategy. Et c'est souvent le cas aussi lorsque l'on a des poussées de Bitcoin ou quand on a des temporisations de Bitcoin. Et on voit que ça se calme un peu en ce moment. Pareil, le cours est en train de se calmer au niveau de MicroStrategy. Et ce qui est, encore une fois, normal. Parce qu'on est en train d'être dans la phase d'acclimatation au niveau de Bitcoin. Ça veut dire qu'on est dans une phase où on s'habitue au prix de BTC. Il y a peu, penser qu'on était à 96 000 était totalement incongru, c'est-à-dire on ne pensait pas pouvoir arriver à 96 000 en quelques mèches, quelques chandelles, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, chose qu'on a eu, on est passé quand même de 70 000 $ à 96 000 $, 26 000 $ d'accélération, c'est pas rien, et ça s'est fait quand même en très peu de temps, en 3 semaines. Après une effervescence émotionnelle de ce niveau-là, il faut faire une phase d'acclimatation, de consolidation en dessous de résistance clé, 100 000 $, pour se préparer à aller plus haut. Parce que c'est simple, quand on arrive à des niveaux aussi importants, on se dit qu'on ne peut pas aller plus haut. C'est impossible, on est allé trop vite, trop fort, on a l'émotion qui prend le dessus, et ça c'est l'ensemble du marché. Et plus on reste dans un prix, plus on s'acclimate à ce prix, et plus ça devient normal, voire même malaisant de rester à ce prix-là avant d'avoir une phase d'accélération. Et c'est ce que l'on a connu, notamment dans ce bull flag-là qui a été très long. Généralement, ça ne dure pas aussi longtemps dans la phase de bull market du cycle où on est dans une phase d'accélération haussière. Ce n'est pas le cas, mais on est bien dans cette phase d'acclimatation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans cette phase d'acclimatation alors qu'on a un Nasdaq, donc c'est-à-dire une économie américaine, US, surtout les technologies qui poussent fort quand même. Je veux dire, on a imprimé un nouvel ATH sur la journée d'hier, et encore une fois sur la journée d'aujourd'hui, alors que le marché US est fermé. Donc on a vraiment ici un positionnement américain qui est très fort, et ça continue de se voir, avec aussi une consolidation au niveau du pétrole, donc ça veut dire une inflation qui est sous contrôle. On est en train de préparer les annonces de la Fed pour encore une diminution des taux. On a un dollar qui est en train d'aller retester potentiellement les 108 $ bientôt, donc un dollar très fort, et malgré ça, on a un BTC qui est toujours à 96 000 $ et qui se maintient fort. Dans les autres nouvelles que l'on va avoir sur cette fin de semaine, je vous rappelle que nous avons un discours de la Fed
très important aujourd'hui à 19h45. On va avoir les PMI services à 15h45. Et on va avoir ensuite, surtout pour moi, vendredi 6 décembre, les taux de chômage de novembre qui vont être vraiment très très importants. 14h30 qui vont nous déterminer si oui ou non l'économie américaine se porte bien et qui consolidera justement tout ce que je vous ai dit avant. Si on a une économie américaine forte, avec notamment un Trump qui applique réellement la réglementation américaine pro-crypto, on va avoir une accélération qui va être très forte, portée par les USA. Et donc on a des USA qui vont éclater à la hausse, et à côté on se retrouve sur la France et l'Europe en général qui a beaucoup de mal. Alors, on retient forcément que la partie où la France veut taxer les profits non réalisés sur Bitcoin, mais c'est bien plus complexe que ça, et ce n'est pas dit que ce soit du tout appliqué, on est très très loin encore de ça, mais ça n'empêche que ça nous fait réfléchir sur la France, sur l'Europe en général, parce que l'Europe, je vous le rappelle, était en tête sur la réflexion autour d'une réglementation sur les crypto-monnaies. Est-ce que ça a été utilisé? Est-ce que ça a été utile? Malheureusement, pas tant que ça. Et quand on regarde ce qui va se passer aux USA, je pense que la réglementation pro-crypto que va amener certainement Trump, encore une fois, il n'est pas à la Maison Blanche, donc il va falloir voir. Mais on va voir l'impact que ça aura forcément sur le marché. Et nous, comment on va se placer par rapport à tout ça, ce sera vraiment important pour la suite. Je vais faire un petit tour aussi sur autre chose, parce que on a la France dans laquelle certainement on va avoir encore une instabilité politique. On n'est pas les seuls, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé en Corée du Sud, où on a eu la mise en place de la loi martiale pour empêcher, entre guillemets, la Corée du Sud de s'attaquer au gouvernement. C'est le président actuel qui a mis en place cette loi martiale sous cette raison-là, chose qui a été annulée quelques heures après par les institutions politiques, qui ont voté à 190 voix versus 0 la fin de la loi martiale, et derrière, le président va devoir démissionner. Alors, pourquoi ça s'est passé de cette façon-là, et pourquoi est mon analyse par rapport à ça? Il faut comprendre que, comme en France, il y a des tensions dans la mise en place des budgets, notamment les budgets de 2025, et ça s'est passé en fait une coupe budgétaire énorme, et forcément, le président n'a pas accepté, étant donné qu'il a considéré que ça faisait partie de la limitation du bridage de la Corée du Sud sur ses capacités à pouvoir se défendre, à pouvoir évoluer, et forcément ça a entraîné ici une réponse, et on voit la débâcle que l'on est en train de voir, le tout en quelques heures, parce que c'est quand même relativement fort. Et ce qu'il faut en tirer, c'est qu'on a une instabilité géopolitique mondiale, on parle de la France, oui, on parle de la Corée du Sud, on parle quand même de deux pays qui sont positionnés à des endroits clés, la France avec une puissance nucléaire en Europe, et la Corée du Sud qui fait face quand même à la Corée du Nord, qui est un allié de la Russie. Donc on doit prendre en considération qu'on a une création d'instabilité politique. Est-ce qu'elle est normale ou non? Ça c'est encore une autre discussion, mais il faut comprendre que là, on se positionne sur une géopolitique mondiale qui se tourne vers de l'instabilité, et il va falloir voir dans les mois à venir l'impact que ça aura sur le long terme, que ce soit dans la partie asiatique ou que ce soit dans la partie européenne. Partie crypto, ça avance, avec l'ancien CEO de Celsius qui prend 30 ans de prison, c'est énorme, mais en même temps, c'est normal, étant donné qu'il y avait eu une énorme fraude, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était suite à la chute de Terra Luna, on avait découvert que Celsius ne possédait pas la totalité des fonds et utilisait les fonds des utilisateurs pour faire autre chose que promis, et ça y est, c'est traité, on a traité d'abord FTX, et ensuite Celsius, même si FTX est arrivé après. Ensuite, on a Coinbase qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Coinbase qui prend du poil de la bête avec un refus total de tout cabinet d'avocats qui engagerait à un moment donné un ancien de la SEC. Parce qu'il considère que les personnes qui ont en conscience empêché la réglementation autour de la crypto-monnaie ne doivent pas faire partie de l'écosystème de Coinbase et de toute autre firme crypto. Et donc là, ils sont en train de mettre énormément de pression, exactement ce qu'ils ont vécu du côté de la SEC par rapport à ce qu'ils ont subi sur les années précédentes. Bon, on va se reconcentrer sur Bitcoin. Bitcoin dans lequel on est dans une phase de consolidation, on l'a expliqué tout à l'heure, phase d'acclimatation sur un retest des 100 000 $ à préparer. On a fait une première impulsion baissière, deuxième retracement, deuxième impulsion baissière, on est toujours en cours. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est bien allé chercher l'order block qu'on avait en tête ici, juste la petite mèche, vraiment microscopique, on en avait parlé dans la vidéo d'hier, ça vous intéresse, dans lequel on a eu une réaction qui est déjà un petit peu mieux, où on est allé chercher les liquidités
de tout ce retravail ici. Donc c'est un petit peu plus fort, il va falloir voir si on arrive à aller chercher cette zone-là, donc c'est-à-dire la zone des 98 000 et la zone des 98 700. Il faut arriver à consolider au-dessus pour aller retester les 100 000 $, et il faut qu'on ait du volume, il faut qu'on ait une volonté d'y aller. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est dans une phase de ranging, consolidation. Et ça, c'est important à comprendre parce que c'est quelque chose qui détermine cette phase d'acclimatation. C'est ce qui est propice notamment aux altcoins actuellement. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps le cas. Et cette phase d'acclimatation, elle est essentielle pour aller refaire un test par la suite. Et là, on a notre scénario dont on a parlé déjà hier, qu'on va pouvoir confirmer. On voit bien qu'on est allé chercher pile poil cette zone de rechargement. Réaction haussière très forte, on s'arrête justement sur la partie haute de ce bull flag, donc de cet oblique, il va falloir voir si ça tient ou pas. D'accord? Si ça tient, malheureusement, ça veut dire qu'on va rester dans cette zone d'acclimatation pendant un certain temps en retravaillant potentiellement ici toute cette partie-là. Si jamais on ne maintient pas et qu'on casse par-dessus, ça veut dire qu'on va aller chercher certainement plus haut, et donc cette pattern ne tiendra pas, et on est bien dans une phase de compression pour pouvoir aller casser les 100 000 $. On va voir de toute façon, en tous les cas, une réponse rapide dans cette semaine. Cette semaine, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde ce qui est en train de se passer au niveau de BTC, on a toujours cette compression au niveau de l'open interest, on a une compression au niveau des top traders, on a une augmentation du funding rate, donc globalement, on est en train de préparer de la volatilité. Là, on voit qu'on est en train de préparer de la volatilité, donc ça veut dire qu'on va avoir un mouvement décisif qui va arriver certainement dans les jours qui arrivent, je pense vraiment dans cette semaine. Donc il va falloir voir aussi ce qui va se passer au niveau des altcoins et au niveau de BTC. Est-ce qu'on valide ce scénario-là ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être différent? Si on regarde ce qui est en train de se passer court terme sur où se trouvent les clusters de liquidation, on voit qu'on a une volonté à aller chercher un petit peu plus bas. On voit qu'on a une volonté à aller chercher tout ce bloc-là, et ce bloc-là il est à 94 000, donc c'est un niveau qu'il va falloir surveiller, 94 000. Quand on regarde où c'est, c'est aller retester encore une fois cette partie-là, ici. D'accord? On a fait juste une mèche. Est-ce qu'on n'irait pas faire un deuxième rejet pour aller chercher plus bas, pour repartir à la hausse? Si jamais on est rejeté ici, c'est certainement le scénario qui se jouera assez rapidement avec un 94 000, 93 000, 92 000 $, pour ensuite repartir. Et on voit que ça fait du bien, globalement, aux altcoins, de rester dans ces zones-là avec un travail. C'est ce qui permet d'avoir une accélération aussi forte. Quand on regarde BTC, on a encore des injections donc le 2 décembre, et là on s'est un peu calmé. On était dans un retrait de 17 millions, pardon. Donc on est ici dans une forme aussi de consolidation dans les injections de liquidités, on n'est plus dans le milliard de dollars injectés. Quand on cassera certainement les 100 000 $, ou quand on retrouvera ces niveaux d'injection de liquidités, on aura beaucoup plus de volatilité au niveau de BTC. Oui, mais quand on regarde ce qui est en train de se passer sur le marché, l'action et la liquidité n'est pas sur BTC, mais est clairement sur les altcoins. On voit encore une fois que les liquidations se trouvent dans les autres, très peu BTC, XRP, ETH, TRX, et on voit qu'on a liquidé quand même 611 millions de $, long et short, d'accord, les deux. Donc on a bien ici un travail du cours qui se fait au niveau des altcoins, et c'est quelque chose que l'on voit beaucoup aussi au niveau de la dominance. Deuxième bougie mensuelle qui est en baisse, hein. On maintient encore une fois les 55%, je vous l'ai dit, que c'est un niveau qui était très important, et on voit que ça tient fort. Si jamais on casse les 55, je pense qu'on peut aller beaucoup plus bas, donc ça veut dire beaucoup plus de liquidité qui va se déverser au niveau des altcoins, et donc continuer à pousser. Dans tous les cas, la finalité, ça va être de déterminer est-ce qu'on va finir l'année sur une partie plutôt sell, comme on a l'habitude de le voir sur la finance traditionnelle, où la fin de l'année on prend ses profits, on clôture l'année, et donc avoir à partir du 20 décembre une baisse de régime au niveau de la macroéconomie, et potentiellement des positions vendeuses qui mettraient la pression au niveau de BTC et des crypto-monnaies en général. Côté Ethereum, juste un petit mot, on est quand même sur un mois de novembre qui a été assez agressif, hein, énorme bougie, on a fait des ruptures, et là on est en train de consolider au-dessus des 3500, ce qui est plutôt positif, surtout qu'on voit des injections de liquidités encore et toujours. On a eu le 29 332 millions, mais on a toujours 24 et 132 qui ont été injectés. Donc on voit qu'il y a un attrait, qu'il y a une volonté à injecter sur BTC. On a Vitalik qui commence à reprendre la parole sur pas mal de choses, que ce soit sur les wallets en eux-mêmes, mais même sur la notion de conception d'interconnexion, que ce soit le fait d'envoyer par exemple des fonds d'une layer 2 à une autre, en mettant arrobas et par exemple le nom de la layer, ça pourrait être intéressant. Donc on a des réflexions sur aussi l'écosystème anti-Ethereum qui va falloir surveiller de très près.
Mais ce qu'il faut surveiller d'encore plus près, c'est ce qui se passe sur les altcoins avec les niveaux de surchauffe. Je vous rappelle que dès qu'on rentre trop dans un niveau de surchauffe, il y a une chance d'avoir des liquidations et d'avoir des mèches exprès pour pouvoir liquider. Donc on est content, on a beaucoup de verre, surtout sur les altcoins. Prenez en considération que à tout moment on peut avoir une mèche de liquidation, donc gérez super bien votre risque, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir repartir les poches pleines et pas les poches vides. N'oubliez pas, le marché n'est pas votre ami, le marché est là justement pour vous déstabiliser, vous devez avoir une stratégie, vous devez avoir une gestion du risque adéquate et surtout être en contrôle de vos émotions parce que ça va secouer, encore une fois, ça va secouer, soyez prêts. Ce sera tout pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas. C'est simple, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.